Bonjour aux curieux et aux esprits ouverts. Welcome on board Global Health, Vet Agro Live saison 2, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de Vet Agro Sup, Vet Agro Live, votre rendez-vous avec la santé globale, One Health. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir 3 personnes, Fanny Bastien, Édouard Gendrin et Pietro Delia. Bonjour à vous 3. Bonjour Stéphanie. Alors, c'est un sujet d'actualité dont on a beaucoup entendu parler dans la presse. On va parler de peste porcine africaine. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans un groupe d'études dans le cadre des politiques publiques et du master PAGERS. Vous venez de restituer vos travaux à Vet Agro Sup avec le NSV FVI. Et vous allez donc nous parler de ce sujet passionnant, médiatique. Mais tout d'abord, pourquoi la peste porcine africaine ? Pourquoi choisir ce sujet pour votre étude ? Bien, d'abord, la peste porcine africaine est une pathologie à caractère émergent qui représente de surcroît une importante menace économique pour le monde de l'élevage porcin, en particulier également pour tous les sangliers qui peuplent nos forêts. Ensuite, parce qu'elle est arrivée en Europe depuis déjà quelques années et qu'elle s'est arrêtée, semble-t-il, aux portes de la France, raison pour laquelle la menace est aujourd'hui maximale pour notre pays. Vous voulez peut-être compléter ? Allez-y, Pietro. Je voudrais juste ajouter que l'intérêt pour notre étude, c'est aussi de parler d'une pathologie qui intéresse la faune sauvage et donc des relations entre faune sauvage et élevage qui impliquent aussi une multiplicité d'acteurs entre le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Transition écologique et après tous les autres acteurs non institutionnels, oui, comme les chasseurs, les éleveurs, etc. Justement, les chasseurs, vous en parlez dans votre étude, vous mettez l'accent sur cette corporation, j'allais dire. Comment ça se passe dans différents pays ? Parce que votre étude n'était pas limitée aux frontières de l'Hexagone. Comment on peut considérer le rôle des chasseurs dans une crise sanitaire comme la peste porcine africaine ? Et je vais un peu provoquer, levier ou lobby ? Alors c'est vrai que le rôle des chasseurs est incontournable dans la lutte contre cette maladie, puisque le réservoir, ce sont les sangliers, et que les chasseurs sont des acteurs majeurs dans la régulation de cette population. Alors nous avons interviewé des représentants de chasseurs de plusieurs pays, et notamment les pays baltes et la Belgique, et nous avons mis en évidence finalement les leviers qui pouvaient finalement influencer leur participation et leur adhésion à ces mesures de lutte. C'était pas facile parce que on leur demandait des choses qui allaient des fois à l'encontre de leur propre vision de leur activité. Il y avait également des enjeux financiers qui étaient vraiment importants. Et finalement, ce qui a été très intéressant, c'est que dans les pays baltes, on s'est rendu compte que la mission sociétale, le rôle qui s'attribuait à eux-mêmes en tant que pourvoyeurs d'un certain service public était vraiment quelque chose qui les portait et qui les a fait adhérer plus ou moins facilement à ces mesures de lutte. C'est dû à quoi ? À une autre organisation, à une autre culture peut-être ? Oui, je complète le propos de Fanny. Il y a une question de culture, il y a aussi une question de géographie, puisque pour un pays par exemple comme l'Estonie, on a une proportion de forêt qui frôle les 50%, c'est extrêmement vaste. Il y a une très grande population de sangliers, il y a une population qui est entre guillemets naturellement portée vers la chasse, parce que c'est un pays qui est assez petit en termes de superficie et d'effectifs, et donc beaucoup de gens chassent et beaucoup de parlementaires chassent, raison pour laquelle ils s'approprient le problème aussi peut-être un peu plus rapidement que dans certains autres pays qui n'ont pas ni la même structure ni les mêmes population. Pietro. Ce qui est intéressant, c'est que quand on posait la question aux chasseurs qu'est-ce que c'était la chasse pour eux, et donc dans les pays baltes, la réponse c'était un lifestyle, c'est un style de vie. Tandis que dans d'autres pays, ça représente plus une activité de loisirs. Et donc je pense que c'est ça qui a fait beaucoup la différence aussi. Autre point que vous soulevez dans cette étude que vous venez de restituer, c'est la diversité des élevages et donc une autre façon d'appréhender
cette crise et les recommandations qui vont avec pour gérer cette crise en fonction de la taille, c'est ça, des élevages? Une perception différente, c'est ça? Comment voyez-vous les choses? Alors, la perception est certes différente. On a aussi des pays qui n'ont pas le même type d'élevage et qui n'ont pas non plus le même poids économique pour cette filière. On pense particulièrement à l'Allemagne et au Danemark, qui sont des pays qui sont des gros exportateurs de porc. Pour les pays que nous avons interrogés, donc la Belgique, d'une part, la Belgique wallonne, francophone, la différence est importante puisque les élevages ne sont pas les mêmes en Flandre et en Wallonie en termes de consistance. On a aussi donc interviewé les pays baltes. Dans ces pays-là, on retrouve une grande propension au petit élevage, donc des gens qui ont peu d'animaux et qui se trouvent confrontés à des difficultés d'application des mesures, parce que les mesures sont édictées dans un cadre européen, et ces pays-là ont des difficultés d'application puisque les élevages sont vraiment très divisés entre d'une part des gros élevages industriels qui ont les moyens à la fois humains et financiers de pouvoir faire les applications nécessaires, et des petits élevages qui finalement se trouvent un petit peu étranglés par l'application des mesures dans leur pays. Et pardonnez-moi, mais avec votre recul, qu'est-ce que ça signifie un danger pour les petits éleveurs? Effectivement, on s'est rendu compte que en Estonie, par exemple, le nombre de petits élevages a fortement diminué. Et dans le même temps, le nombre total de porcs, lui, est resté à peu près stable, ou alors est revenu à un niveau tel qu'il était auparavant. Donc en fait, la taille des exploitations a augmenté, mais par contre, les petits élevages ont disparu. Très intéressant. Ouais. Et le nombre total des porcs, en même temps, au niveau pays, n'a pas diminué. Donc, un peu notre conclusion, c'est que si au niveau économique, l'impact de la PPA, pour l'instant, n'a pas été très très important dans les pays interviewés, par contre, au niveau social, ça a eu un impact très très important. Il y a vraiment des traditions culturelles qui ont disparu, comme le fait d'élever 2-3 porcs pour Noël, pour la famille, et partager avec les voisins, et des petits élevages qui ont vraiment disparu et que même s'ils n'ont pas un poids économique important à l'échelle nationale, au niveau sociologique, c'est très important. En tout cas, merci beaucoup à vous trois. Merci à vous. C'était un réel plaisir de vous accueillir pour ce podcast. Cet épisode est à retrouver avec le hashtag VetAgroLive sur toutes les plateformes sociales, à suivre, à partager. Prenez soin de vous, à très bientôt. Merci.